Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez que c'est une question qui peut être importante. Certains d'entre vous, j'imagine, connaissent un peu de physique quantique. Et s'ils en connaissent un petit peu, ils connaissent certainement un principe qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Bon. C'est un principe qui a été proposé puis démontré en 1927 par Heisenberg. Et j'ai eu la surprise de voir que dans des ouvrages récents, de philosophie par exemple, on lui donne un énoncé qui en fait contredit la vraie signification de ce principe. L'énoncé qu'on trouve, c'est on ne peut pas connaître, en tout cas la physique quantique dit qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Je pense que vous avez tous entendu cet énoncé au moins une fois. Et comment est-ce que vous le comprenez? Eh bien, si vous lisez la phrase et lui donnez un sens qui semble évident, vous comprenez qu'une particule a toujours une vitesse et une position bien déterminées. Autrement dit, c'est une sorte de corpuscule. Mais la méchante mécanique quantique vous empêche de les mesurer avec précision. Et s'ensuit en général une digression sur le fait que la physique quantique limiterait notre pouvoir de connaître. Et donc, c'est un énoncé qui fait croire que la physique quantique, c'est non pas une révolution, mais une évolution. C'est-à-dire, on prend des objets qui existent déjà en physique classique, le corpuscule, avec une vitesse et une position bien définies, et on dit simplement que ce qui est nouveau, c'est qu'on ne peut pas les connaître aussi bien qu'avant. Or, ce que dit vraiment la physique quantique, comme vous le savez certainement, c'est qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Et donc, elle n'est jamais un objet qui a une vitesse et une position bien déterminées, de sorte que si on ne peut pas les mesurer, ce n'est pas parce qu'il y a une limitation de nos pouvoirs de connaître, mais parce que ces grandeurs ne sont pas déterminées. Bon. Et donc, c'est un message complètement différent. Et la question que je voudrais poser est de savoir si, à propos du Big Bang, de la façon habituelle de parler du Big Bang, il n'y aurait pas le même genre d'imprécision qui traînerait, de sorte que la question de l'origine de l'univers serait entachée par une sorte de, disons, d'imprécision qui serait dommageable. Alors, d'abord, une remarque. Si on prend le mot origine au sérieux, et si on parle de l'origine de l'univers, il faut imaginer qu'on doit décrire la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. D'accord ? Donc, penser l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence d'univers. Et l'origine, c'est la transition entre une absence totale d'univers et puis l'apparition d'une première chose, disons. Bon. Et la question est de savoir si on est capable de penser l'absence d'univers. L'absence d'univers, c'est-à-dire une sorte de néant, dont Bergson disait qu'il est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que dès que vous pensez le néant, dès que vous pensez au néant, vous lui attribuez involontairement des propriétés qu'il ne peut pas avoir puisqu'il est le néant. Et donc penser le néant, c'est en faire quelque chose qu'il ne peut pas être. Et donc l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même, au sens où dès que vous l'évoquez, vous la niez. Bon. Ensuite, si vous dites qu'au début, en admettant que l'origine a un début, comme le racontent la plupart des cosmogonies ancestrales, ce que Bachelard appelait des songeries, on nous dit au début il y avait ceci ou cela. Ceci ou cela pouvant être un océan primordial, pouvant être un océan, une matière originelle, ça peut être la Cora comme chez Platon dans le Timée, enfin ça peut être toutes sortes de choses. On dit au début il y a ceci. Et bien, ça pose une question. Est-ce que ceci a toujours été là? Auquel cas, il y a toujours eu quelque chose, de sorte qu'on ne peut pas dire que l'univers a une origine. Ou bien, ceci n'a pas toujours été là, parce que, par exemple, il est l'effet d'une cause qui l'a précédé, auquel cas, ce n'est pas non plus l'origine. Et donc, quand vous dites au début « il y a », vous ne racontez pas l'origine, puisque vous posez un déjà là, dont le statut est ambivalent, soit il dérive d'autre chose, auquel cas, ce n'est pas l'origine, soit il a toujours été là, et ce n'est pas non plus l'origine. Bon. Et donc, avant de revenir à cette question, posons-nous la question de savoir comment on a compris les origines de certaines choses en physique. Et vous savez qu'au XXe siècle, on a compris l'origine de toutes sortes de choses. On a compris, par exemple, que dans l'univers primordial, il n'y avait pas d'atomes. Il n'y a pas toujours eu des atomes. Il n'y a pas toujours eu des étoiles, etc. Donc, les choses sont apparues au cours de l'évolution cosmique. Et nous sommes capables de raconter toutes sortes de généalogies à propos des objets qui existent dans l'univers. Prenez l'exemple des noyaux d'atomes. Ils sont formés de protons et de neutrons. Eh bien, ces protons et ces neutrons se sont agglomérés
Alors en petit nombre dans l'univers primordial pour former les éléments chimiques très légers comme le deutérium par exemple ou l'hélium. Et puis ensuite, les collisions entre protons et neutrons étaient devenues trop rares à cause de l'expansion de l'univers. Et du coup, la nucléosynthèse primordiale s'est interrompue jusqu'à ce qu'apparaissent des étoiles qui, par condensation gravitationnelle, provoquent un échauffement du centre de l'étoile, amorçage des réactions nucléaires, et par une suite de réactions de fusion, on fabrique tous les éléments chimiques qui vont, en gros, depuis le lithium jusqu'au fer dans le tableau de Mendeleïev. Et pour les éléments chimiques plus lourds, il faut des très grosses étoiles en fin de vie, ce qu'on appelle des supernovas, qui explosent, ça fait des flux de neutrons importants. Et par capture de neutrons, radioactivité bêta, on fait tous les éléments chimiques qui vont du fer jusqu'à l'uranium. Bon. Et donc on a compris l'intégralité de cette nucléosynthèse. Et vous voyez que dans ce cas, l'origine des choses fait partie des choses. C'est-à-dire que ces noyaux se sont construits par agglomération successive de leurs constituants, de sorte que l'origine de ces choses fait partie des choses. Maintenant, il y a des cas où l'origine d'une chose ne fait pas partie de la chose, mais est elle aussi un objet physique, si la chose dont on décrit l'origine est un objet physique. Alors déjà, avant de dire ça, il faut que j'aurais dû préparer quand même, mais ce que je veux dire à propos de l'histoire des noyaux d'atomes, vous voyez, j'ai raconté très rapidement l'origine des noyaux d'atomes. En fait, j'ai raconté une histoire dont l'apparition des noyaux d'atomes est l'achèvement. Donc, raconter l'origine des atomes, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition des atomes. Autrement dit, le mot origine veut dire achèvement, ou il veut dire conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire dont cette chose est la conclusion. Et donc l'origine a un sens là qui est à rebours du sens commun. En juillet 2012, peut-être que vous avez entendu parler du boson de Higgs, enfin j'espère. On a découvert cette particule après 48 ans de recherche, grâce à une grosse machine. Et en fait, on a compris d'où vient la masse des particules élémentaires. On a compris l'origine de la masse. Parce que nos équations, dans le modèle standard de la physique des particules, laissaient entendre que les particules élémentaires n'avaient pas de masse. Ce qui est contradictoire avec l'observation. Quand on fait des mesures, on trouve que les électrons, par exemple, ont une masse non nulle, etc. Et il y a des gens qui se sont dit, mais peut-être que les équations ont raison, et c'est nous qui avons mal compris le concept de masse. Et ils ont eu l'idée de dire que la masse des particules élémentaires n'est pas une propriété qu'elles possèdent en elles-mêmes, mais une propriété indirecte, secondaire, qui résulte de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Donc dans le vide, il y a un champ, le champ de Higgs, dont les quantas sont les bosons de Higgs. Et grâce à ce couplage entre des particules de masse nulle et ce champ, couplage qui est plus ou moins fort, eh bien les particules acquièrent une masse proportionnelle à ce couplage qui est plus ou moins forte. Elles sont plus ou moins freinées par le champ et donc ont une inertie qui est plus ou moins grande. Et vous voyez que là, l'origine de la masse est expliquée par l'invocation d'un autre être physique qui est le champ de Higgs. Bon. Et là encore, on raconte une histoire dont l'apparition de la masse est l'achèvement. Bon, donc on raconte une sorte de généalogie. Mais si la question qui vous intéresse, c'est l'origine de l'univers, de quoi pourrait-il être l'achèvement? Quand on raconte une origine, c'est toujours l'histoire dont l'origine de la chose est l'achèvement. Si c'est l'origine de l'univers, ça veut dire qu'avant l'univers, il y a une histoire dont la conclusion est l'apparition de l'univers. Ça veut dire qu'avant l'univers, il y avait quelque chose, puisqu'il y avait une histoire. Et donc vous voyez que l'origine de l'univers a un statut différent de celui qu'a l'origine des choses qui sont dans l'univers. Il s'agit d'une origine absolue et non pas d'une origine relative. Alors j'ai fait un petit exercice avant de venir quand même, et je regardais comment on définit l'origine dans le dictionnaire. Et on voit que assez vite, l'origine, qui est en fait une singularité, une sorte d'instant absolu, de création, très vite dans les dictionnaires se temporalise, s'effiloche en histoire ou en processus, s'épaissit en une succession de phénomènes ou d'événements, et elle se mélange à d'autres concepts. Par exemple, dans le Grand Robert, origine renvoie à création, cause, commencement, formation, genèse, fondement. Et donc on voit qu'il y a une sorte de polysémie autour du mot origine, et que c'est un mot dont la signification n'est pas très bien définie. Alors heureusement, il y a des philosophes. Et les philosophes sont des gens très utiles parce qu'ils ont aidé en l'occurrence à clarifier les choses et à distinguer
deux significations du mot origine. La première signification, c'est celle qui consiste à dire que l'origine, c'est la source dynamique de la totalité de ce qui existe. Donc l'origine, c'est une sorte de cause antérieure à tout ce qui a suivi, et au-delà de laquelle remonter n'a aucun sens. Donc c'est la cause première qui est elle-même l'effet d'aucune autre cause antérieure. Bon. Et donc il s'agit d'une origine qui est chronologiquement première, absolument créatrice, qui est par essence distincte de tout ce qu'elle a produit et précédé, et qui renvoie à une réalité autonome, absolue, en un mot, transcendante. Et donc l'origine de l'univers ne fait pas partie de l'univers. Elle est transcendante par rapport à lui. Ça peut être Dieu pour les cosmogonies correspondant au monothéisme. Mais si vous dites que l'origine de l'univers ne fait pas partie de l'univers ou est transcendante par rapport à lui, l'univers devient contingent. C'est-à-dire il aurait pu ne pas être. Alors que dans les cosmogonies traditionnelles, qu'on trouve dans beaucoup de cultures ou de civilisations, il y a quelque chose au départ qui est informe et qui évolue de façon déterminée pour produire l'univers actuel. Donc il y a une sorte de nécessité à ce que l'univers devienne ce qu'il est. Alors que si la cause est extérieure à l'univers est contingent, il aurait donc pu ne pas être, si la puissance en question avait décidé de ne pas le créer. Enfin, il y a une deuxième signification du mot origine. Ça n'est plus la cause efficace, historiquement première, comme dans le premier cas, mais c'est le fondement logiquement premier de tout ce qui existe. Et donc ce fondement peut être un être particulier, qui est immanent, et qui a la potentialité de se projeter hors de soi pour s'incarner, pour s'excéder et devenir quelque chose d'autre que lui-même. Alors, vous voyez, on a le premier cas, cause première, dans l'autre cas, fondement. Et vous voyez que les cosmogonies ancestrales s'appuient toujours sur un fondement, c'est-à-dire un truc qui est déjà là, alors que les trois cosmogonies religieuses, les trois monothéismes que nous connaissons, s'appuient sur la première définition du mot origine, origine transcendante, extérieure à l'univers. Mais dans ce cas, vous voyez, selon l'hypothèse que vous choisissez, l'origine est plus ou moins connaissable. Si l'origine est dans l'univers, si elle est immanente, vous pouvez espérer qu'un jour les physiciens pourront la saisir. Mais si elle est extérieure à l'univers, si elle est transcendante par rapport à lui, elle échappe à la saisie des physiciens. Alors je me rends compte qu'il est tard, moi j'ai pas l'habitude de parler aussi tard, et ce que j'ai dit n'est pas clair. Donc je vais l'illustrer par un cas très simple. On quitte l'univers, on s'intéresse au langage. Vous savez qu'il y a des gens qui s'intéressent à la question de l'origine du langage, notamment au XIXe siècle. C'était une sorte de mode d'écrire des manuscrits expliquant comment le langage avait pu apparaître. Et assez vite, la Société de linguistique de Paris a décidé de ne plus lire ces manuscrits, et même de les renvoyer à ceux qui les avaient adressés, au motif que c'était une question pas claire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disaient l'origine du langage, ça consiste à trouver la première langue qui est à l'origine des 6000 langues parlées aujourd'hui. Donc on cherche le proto-langage, la première langue qui est apparue sur Terre. Elle est apparue à un certain moment, à un certain endroit, donc c'est un événement qui est historiquement et géographiquement localisé. Et c'est une certaine sorte de recherche. Il y a eu un moment où la première langue est apparue. Mais il y a d'autres gens qui comprennent l'origine dans un autre sens, qui est quelles sont les conditions culturelles, environnementales, intellectuelles, cérébrales même, politiques, qui ont fait que dans un groupe humain, il est devenu nécessaire de pouvoir parler. Et les gens qui ont parlé, évidemment, ne l'ont pas fait immédiatement en parlant comme Shakespeare. Au début, ça a été des borborigmes, des cris peut-être. Et à partir de ces cris, de ces borborigmes, on a fini par isoler des mots qui ont fait sens, etc. Et petit à petit, par un processus très long, le langage s'est constitué. Et vous voyez que là, l'origine, c'est pris au sens de la deuxième signification des philosophes, c'est-à-dire on cherche les conditions d'apparition du langage, qui a pu apparaître du coup à plusieurs endroits différents sur la planète et à plusieurs périodes différentes. Donc ce n'est pas du tout la même recherche selon qu'on prend le mot origine dans le premier sens, transcendantal, ou qu'on le prend dans le second sens, qui est immanent, fondement, etc. Bon. Donc, vous voyez que déjà le mot origine a une certaine complexité intrinsèque,
Et le propos de la conférence, c'est de montrer que nous parlons de toutes ces choses avec une certaine désinvolture. Tantôt, un physicien nous dit qu'il a compris l'origine de l'univers, c'est le vide quantique avec je ne sais quoi. Un autre jour, c'est autre chose. Il y a 3 semaines, on nous explique que le Big Bang a été prouvé par la détection des ondes gravitationnelles émises par les fluctuations du vide quantique dans l'univers primordial, par l'inflation cosmique, etc. Résultat d'ailleurs dont vous allez apprendre la semaine prochaine qu'il est démenti. Hein. C'est une annonce prématurée, il n'y a pas de preuve que l'inflation cosmique a eu lieu. Et donc, c'était un préambule pour que vous compreniez que l'origine, c'est une question en fait très compliquée. Alors maintenant, j'en viens à la cosmologie qui est le sujet, et il me reste 20 minutes, donc je vais aller assez vite. Assez souvent, on entend dire il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on comprenne que l'univers a une histoire. Bon, évidemment, c'est faux. Puisque d'ailleurs, toutes les cosmogonies ancestrales racontent une histoire de l'univers. Donc on a toujours raconté une histoire de l'univers. Une cosmogonie qui dirait l'univers a toujours été comme il est sans histoire, ce ne serait pas une cosmogonie très, très intéressante. Et donc il y a toujours de l'historicité dans les cosmogonies. Mais il y en a aussi en physique, c'est-à-dire au XIXe siècle, il y a des physiciens qui ont écrit l'univers a une histoire. C'est les physiciens qui tentaient d'appliquer la thermodynamique à l'univers et qui disaient l'entropie de l'univers doit croître, on va vers une mort thermique, donc il y a une histoire de l'univers. Et même avant, Kant avait écrit un petit livre sur l'histoire de l'univers dans lequel il expliquait comment le système solaire avait pu se former par contraction gravitationnelle d'une nébuleuse avec une antigravité qui faisait que les planètes étaient comme elles sont, etc. Et donc il avait raconté une sorte d'histoire de l'univers. Et donc ces livres qui vous disent on a découvert qu'au XXe siècle que l'univers a une histoire, sont des livres qui oublient tous ces épisodes précédents. Mais à leur crédit, il faut dire que quand un physicien du XXe siècle ou du XXIe dit l'univers a une histoire, il ne dit pas exactement la même chose que lorsqu'un physicien du XIXe dit la même phrase. Pourquoi? Parce qu'entre le XIXe et le XXe siècle, il y a eu Einstein. Et en fait, quand un physicien du XIXe dit l'univers a une histoire, il veut dire que en fait, l'univers, c'est l'enveloppe qui contient tous les objets physiques. Et ce qui a une histoire, ce sont les objets physiques, mais pas l'univers lui-même. Le contenant est épargné par l'histoire. Alors qu'au XXe siècle, quand on dit l'univers a une histoire, c'est l'univers en tant qu'objet physique qui a une histoire. Et ce qui a rendu cela possible, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein, dont on va fêter le premier centenaire l'année prochaine, en 2015. Einstein publie ses papiers en novembre-décembre 1915. La relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation, qui permet de considérer l'univers lui-même comme un objet physique. C'est-à-dire un objet qui a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, la courbure généralisée de l'espace-temps, c'est une propriété de l'univers. Ce n'est pas une propriété de quelque chose dans l'univers. Et donc l'univers devient un véritable objet physique. Et cette théorie de la gravitation d'Einstein invite à penser que la gravitation, ce n'est pas du tout une force qui s'exerce dans l'espace entre les corps massifs, comme on l'apprend à l'école. Ce n'est pas une force, en fait, c'est une déformation de l'espace-temps, de la métrique de l'espace-temps, qui est induite par le contenu de l'espace-temps. C'est-à-dire le contenant, l'espace-temps, est déformé par ce qu'il contient, de sorte que la gravitation est quelque chose qui s'inscrit dans la structure même de l'espace-temps. Bon. Alors pour la petite histoire, Einstein pensait en 1915 que l'univers était statique, qu'il n'y avait pas d'histoire. Et quand en 1917, des collègues lui démontrent qu'il n'existe pas de solution statique de son équation, il est embêté parce qu'il est persuadé que l'univers est statique. Et donc il va faire un truc un peu bizarre, il va introduire une nouvelle constante en physique, qu'on appelle la constante cosmologique, dont l'effet est une sorte d'antigravité qui fait que l'espace se repousse lui-même et compense l'effet attractif de la gravitation, de sorte que si on ajuste bien la constante, l'univers peut être stationnaire. Bon. Simplement, il y a une longue histoire après qui fait intervenir de très nombreux personnages que je n'ai pas le temps d'évoquer. Il y en a simplement 3 que je vais citer, même plutôt 4. Le premier, c'est l'abbé Lemaître. L'abbé Lemaître fait des études sur les solutions des équations d'Einstein et dans les années 20 propose un modèle qu'il appelle l'atome primitif. L'idée que toute la matière est née de l'explosion d'un grand noyau énorme, contenant énormément de protons et de neutrons qui sont ensuite dispersés pour former la matière que nous connaissons.
Et puis un autre mathématicien qui s'appelle Friedman, un russe, qui est mort très jeune, mais qui avant de mourir a montré qu'il existait des solutions des équations d'Einstein correspondant à un univers en expansion. C'était considéré comme un calcul mathématique sans application physique. Et puis dans les années 20, un astronome, qui était en fait un catcheur, hein, qui gagnait sa vie comme catcheur, mais la nuit il allait faire des observations, il s'appelle Hubble. Il utilisait le télescope Hooker du mont Wilson aux États-Unis et il regardait le mouvement des nébuleuses. Les nébuleuses, c'est l'ancien nom pour galaxie. Et quand vous regardez d'ailleurs aujourd'hui la partie du ciel qu'il a observée, c'est tout petit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais dans cette petite partie du ciel, il a pu voir que les galaxies, les nébuleuses, s'éloignent les unes des autres, d'autant plus rapidement qu'elles sont plus distantes les unes par rapport aux autres. Et donc lui qui pensait que l'univers était statique, que l'espace était statique, interprétait ce phénomène comme les galaxies qui fuient dans l'espace. Il y a l'espace qui est statique, les galaxies qui partent les unes, enfin qui s'écartent les unes des autres, avec des vitesses qui sont d'autant plus grandes qu'elles sont plus éloignées. Bon. Il appelait ça la fuite des galaxies. Bon. Simplement, si vous réinterprétez ces données observationnelles dans le cadre des équations d'Einstein, et c'est ce que va faire la bélomètre, l'interprétation va changer complètement. D'habitude, on dit en science, il y a les faits, etc. Mais en fait, les faits sont toujours interprétés, et l'interprétation, si elle est fausse, peut nous tromper sur les faits. Et ce que montre la bélomètre, c'est que si on interprète les données obtenues par Hubble dans le cadre de la théorie d'Einstein, il faut considérer qu'en fait, ces nébuleuses qu'on voit bouger, en réalité, sont immobiles. Elles sont immobiles dans l'espace. Simplement, l'espace qui les sépare se dilate. D'accord ? Donc c'est l'espace qui les sépare qui se dilate, de sorte qu'on les voit bouger, mais en réalité, elles occupent le même point d'espace. Okay ? Et c'est ce phénomène-là qu'on va appeler l'expansion de l'univers. Et Einstein, en 1931, écrit un papier dans lequel il reconnaît cette expansion et reconnaît qu'en la refusant en 1917, il a commis la plus grande bêtise de sa vie. Parce qu'il avait les moyens, avec son équation, de prédire l'expansion de l'univers. Et enfin, il y a un quatrième personnage qui est un russe, en fait un ukrainien, comme on doit dire, qui s'appelle Georges Gamow. Et lui qui comprend que le passé de l'univers était plus chaud. C'est-à-dire que à partir des travaux de Lemaître et de Friedman, on peut comprendre que sur le papier, si on prend les équations d'Einstein, on met la loi de Hubble qui vient d'être découverte et qu'on extrapole vers le passé, on voit que l'univers observable, quand on va dans le passé, est de plus en plus petit, de plus en plus dense, avec une densité de matière et d'énergie de plus en plus grande, et avec une température de plus en plus élevée. D'accord ? Et quand vous extrapolez vraiment jusqu'au bout, vous tombez sur un univers de taille nulle. Donc un univers ponctuel. C'est ce qu'on appelle une singularité en mathématiques, avec une densité infinie et une température infinie. Et ce modèle, il devient à peu près mûr en 1949, et on l'appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers. Puis un jour, la BBC invite un astronome qui s'appelle Fred Hoyle pour parler d'astronomie, et il parle de cet univers, de ce modèle d'univers, de ce modèle d'évolution de l'univers, auquel il ne croit pas du tout. Mais il le raconte quand même, un peu comme je viens de le faire, pour s'en moquer. Et le journaliste trouve qu'il n'a pas été très clair et lui demande à la fin de l'interview de résumer sa pensée de façon plus limpide. Et Fred Hoyle, un peu agacé, dit « mais c'est comme un Big Bang ». Et c'est lui qui invente l'expression dans cette émission de radio. Et l'expression, évidemment, va être reprise par les autres. Et à partir de 1950, on parle du Big Bang comme étant l'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe, c'est-à-dire l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Avec évidemment des questions métaphysiques qui viennent se greffer sur cette découverte. D'abord parce qu'il y a assez rapidement un amalgame qui est fait entre le Fiat Lux de la Bible et le Big Bang. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique, etc. Bon. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces questions métaphysiques, évidemment, sont très intéressantes. Il ne faut pas les abandonner, mais elles sont prématurées.
C'est-à-dire qu'entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé toutes sortes de choses qui obligent à repenser la façon de dire ces choses. Alors, la raison pour laquelle on est invité à changer la conclusion, c'est très simple à comprendre. Et d'ailleurs, j'en ai dit assez pour que vous le deviniez. C'est que quand on fait l'extrapolation vers le passé, à partir des équations d'Einstein, qui, je l'ai dit, ne décrivent que la gravitation, on fait un calcul qui est exact tant que la gravitation est la force dominante dans l'univers. Alors, la gravitation, c'est une force qui est très faible en intensité, mais qui est dominante à grande échelle parce qu'elle est toujours cumulative, elle est toujours attractive. Donc quand un objet est gros, il est dominé par la gravitation. Mais il y a d'autres forces dans la nature. Il y a les forces nucléaires, il y en a deux, la faible et la forte, et puis il y a l'électromagnétisme, qui ne sont pas décrits par les équations d'Einstein. Et donc quand vous extrapolez vers le passé, l'univers est de plus en plus petit, et puis il y a un moment où les particules, elles subissent non seulement la gravitation, mais les forces électromagnétiques et nucléaires, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Et donc vous faites des calculs qui sont mathématiquement justes, mais ils sont physiquement incomplets, parce qu'ils ne décrivent pas les interactions que subissent les particules. Bon. Alors, comme vous le savez, au LHC, où on a découvert le boson de Higgs, les protons qu'on fait tourner dans la machine et qu'on fait entrer en collision, ils ont l'énergie d'un moustique en vol. Hein. C'est-à-dire que chaque proton a autant d'énergie qu'un moustique en vol. Bon, la différence, c'est qu'il est tout seul à porter toute cette énergie, alors que dans le cas du moustique, elle est répartie sur les milliards de particules qu'il contient. Donc c'est une densité d'énergie qui est très grande. Eh bien, quand on fait une collision de moustiques, enfin non, pas de moustiques, Marc, ça serait moins cher. C'est le décalage horaire, ça. Bon. Quand on fait une collision de protons qui ont l'énergie d'un moustique, en fait, on recrée les conditions physiques de l'univers 10 moins 13 secondes après le Big Bang. Le Big Bang défini comme la singularité tout à l'heure à laquelle on associe un instant zéro. Ok ? Et là, on a des équations, on a le modèle standard de la physique des particules qui marche très très bien. D'ailleurs, le boson de Higgs avait été prédit par les équations de la physique des particules. Mais si vous regardez les conditions physiques un peu avant, vous tombez sur des situations où l'énergie des particules était non pas celle d'un moustique en vol, mais celle d'un TGV en circulation. C'est-à-dire des dizaines, 5 minutes, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines d'ordres de grandeur plus élevés que le moustique. Et donc, c'est des densités d'énergie qu'on est incapable de reproduire en laboratoire. Et en fait, nos équations nous montrent que le moment en deçà duquel les équations s'effondrent, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck auquel on associe une énergie, un temps, une longueur. Et l'énergie, c'est justement celle d'un TGV en circulation. Donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, entre le mur de Planck et aujourd'hui, on sait à peu près raconter l'histoire. Mais pour décrire ce qui s'est passé en amont du mur de Planck, il faudrait avoir une théorie qui unifie la relativité générale qui décrit la gravitation, et puis une théorie et la physique quantique qui décrit les trois autres forces, les forces électromagnétiques et nucléaires. Or, cette théorie d'unification, on ne l'a pas. Alors, il y a des recherches. Vous avez entendu parler de la théorie des supercordes. La théorie des supercordes, ça revient à dire que si on pouvait regarder les particules avec une loupe très puissante, on verrait non pas des particules ponctuelles, mais des petites cordes, soit ouvertes avec deux extrémités, soit des boucles. Bon. Et cette théorie des cordes, elle a la vertu, en tout cas certains le pensent, de donner un formalisme capable d'unifier les interactions et donc de décrire l'univers avant le mur de Planck. Sauf qu'avant le mur de Planck, la densité de particules est tellement élevée que les calculs sont impossibles et donc on doit faire des approximations. Alors il y a des gens ici, ou à Paris, ou ailleurs, qui font des approximations, qui essaient d'appliquer la théorie des cordes à l'univers primordial. Et là, ils ont des grosses surprises. Alors, quelles surprises ils ont ? Par exemple, la théorie des cordes prédit que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. C'est-à-dire qu'en tout point de son espace et en tout instant de son histoire, la température n'a pas pu excéder une certaine valeur qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Et il suffit que je dise cette phrase pour que vous compreniez que l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 vont passer un seul quart d'heure. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'instant zéro auquel on associait une température infinie, d'après la théorie des cordes, n'a pas pu exister. De sorte que quand vous appliquez la théorie des cordes
à l'univers primordial. Vous voyez qu'est remplacée la singularité associée à l'instant zéro. Elle est remplacée par une transition de phase qui fait passer d'un univers d'avant qui est en contraction, qui s'échauffe, jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie des cordes. Quand il l'atteint, il ne peut pas se contracter davantage parce que ça l'échaufferait. Et donc il rebondit sur lui-même pour donner l'univers en expansion qui est le nôtre. Et donc dans ces modèles-là, il n'y a plus d'origine. En tout cas, l'origine n'est pas là où on croyait qu'elle était, elle est déplacée. Et évidemment, cette conclusion à laquelle j'arrive ne vaut que si la théorie des cordes est juste, ce que nous ne savons pas. Mais ce qui est intéressant, en tout cas moi j'ai passé pas mal d'années à traîner dans des colloques de cosmologie, parce qu'il y a des gens qui ont des idées différentes, mais ils ne se parlent pas vraiment. Il y a les gens de la théorie des cordes, il y a des gens qui font de la gravité quantique à boucle, il y a des gens qui travaillent sur le vide quantique, etc. Mais le point intéressant, et c'est ça la conclusion si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on ébauche une piste théorique permettant d'unifier la relativité générale et la physique quantique, et qu'on applique ce modèle à la description de l'univers primordial, la singularité originelle, c'est-à-dire l'instant zéro, s'évanouit ou se déplace. De sorte qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte partout, nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine, et nous n'avons pas la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question de l'origine est une question ouverte. L'univers a-t-il eu ou non une origine est une question ouverte, qu'on présente toujours comme fermée, parce que nous sommes dans une civilisation qui a toujours postulé que l'univers avait une origine. Mais ça n'est pas démontré, de sorte qu'il faudrait veiller à modifier nos façons de parler du Big Bang, y compris lorsqu'un résultat comme celui du radiotélescope BICEP 2 annoncé il y a un mois a été annoncé dans la presse. Moi j'ai lu les articles et on parle encore du Big Bang comme en 1950. Or nous sommes en 2014. Voilà, je vous remercie pour votre attention.